Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur Public Sénat. Je vous propose aujourd'hui de suivre la suite de l'examen du projet de loi pour renforcer le dialogue social. Alors ce texte est bien sûr une des réformes phares de ce début de quinquennat. Il a été facilement adopté à l'Assemblée nationale. Parmi les points les plus controversés, le plafonnement des indemnités prud'homales, la fusion des instances représentatives du personnel, le rôle accru de l'accord d'entreprise ou encore la modification du compte pénibilité. Le Sénat a lui adopté en commission une version plus libérale du texte. Hier, vous avez pu suivre d'ailleurs la discussion générale. Et aujourd'hui, c'est l'examen du texte qui reprend l'article 9. L'article 9, c'est la réforme du prélèvement à la source. Une réforme que le gouvernement a décidé de décaler d'1 an. Alors, je rappelle que cette réforme, le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source, avait été décidé sous le quinquennat de François Hollande. Voilà donc tout de suite direction l'hémicycle pour la suite de l'examen du projet de loi réformant le dialogue social. Et la séance, vous allez le voir, commence par un hommage appuyé de Gérard Larcher, le président du Sénat, à Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire de Marseille, qui quitte le Sénat après 28 ans au Palais du Luxembourg. Jean-Claude Gaudin siège depuis 39 ans au Parlement. Voilà, tout de suite donc, direction l'hémicycle. C'est trop. Allez, la séance est reprise. Monsieur le Président du Sénat, pour un rappel au règlement. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je n'ose pas m'appuyer sur l'article 36 alinéa 3 de notre règlement. Et je ne ferai donc pas de rappel au règlement, mais un rappel à la fidélité et à l'amitié. Et au nom de tous les sénateurs qui ont partagé avec vous toutes ces années, ce rappel à la fidélité et à l'amitié, c'est ce que nous vous devons, cher Jean-Claude Gaudin. Vous avez choisi de demeurer, en application de la loi, maire de cette ville qui vous est tout, qui vous est chère. Marseille. Et celui qui n'a pas traversé Marseille, dans la voiture de Jean-Claude Gaudin, fenêtre baissée, entendant « Bonjour, monsieur le maire », eh bien, n'a pas connu ce qu'était la relation entre un maire et sa cité. Et au moment où beaucoup de nos collègues vont prendre des décisions de cette nature, je voudrais dire que ce lien charnel, ce lien viscéral, ce lien aussi comme un potier avec la terre qu'il façonne en étant maire, c'est un peu cette relation que vous avez avec cette ville de Marseille. Vous avez exercé toutes les fonctions, ministre, conseiller régional, et président de région et conseiller général, député et sénateur, président de groupe, mais c'est votre cité qui, par-dessus tout, est pour vous quelque chose d'essentiel. Vous avez refusé certaines de mes propositions parce que, d'abord, Marseille. Et puis, vous avez eu une métropole qui vous a donné la nécessité de vous engager ô combien. Et je dois dire que Marseille, par-dessus tout, c'est vous-même. Je voudrais simplement, puisque nous allons avoir, comme le président de la République nous y a engagé, des réflexions institutionnelles, avoir sans doute à constitutionnaliser un mode de scrutin que vous avez créé, quand vous disiez « je consulte le Sénat du regard », et vous tiriez des votes les conclusions que vous souhaitiez. C'est, me semble-t-il, un mode de votation qui devra entrer dans notre Constitution. Au temps du numérique et de l'électronique, le regard de Jean-Claude Gaudin
nous manquera, mais ce regard ne nous quittera pas. Il sera un regard venu du bord de la Méditerranée, avec cette fidélité à son pays, à son engagement et à nos institutions. Merci, Président Gaudin. Merci, merci, merci. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, plusieurs. Après avoir passé 39 ans au Parlement, dont 28 ans au Sénat, et pendant cette période, 15 ans vice-président, j'arrive aujourd'hui à la dernière séance que je préside. Je ne m'attendais pas, Monsieur le Président, à votre rappel au règlement. Aussi, je ne peux m'empêcher de vous dire toute la joie, le bonheur, l'honneur que j'ai eu d'être parmi vous. Au moment où les hommes et les femmes engagés dans la vie publique sont si injustement critiqués, je suis fier d'avoir été parmi vous. Beaucoup auprès des ministres, les ministres eux-mêmes, ont eu la chance de faire de grandes écoles et d'avoir de nombreux titres universitaires. Ici, nous sommes nombreux à avoir fait un autre parcours, celui de gravir un à un les échelons de notre vie démocratique. Ici, nous avons eu souvent les uns et les autres le sacrement du suffrage universel. Ici, et c'est mon cas, car nous avons appris dans la Haute Assemblée le droit constitutionnel, mais plus encore, le respect, la considération du parcours politique de chacun. Cela ne vous surprendra pas, en tout cas pas le président du Sénat. J'ai décidé de rester à Marseille, où je siège, chers amis, au conseil municipal depuis 50 ans. J'ai, pour vous tous, un immense respect et beaucoup d'amitié. Et je ne résiste pas à cette occasion à vous le dire. Vous êtes des élus exemplaires de la République. Allez, vive le Sénat et vive la République. Je crois qu'il y a un rappel au règlement de notre collègue Michel Le Squarnec, et j'ai bien prononcé. Bravo, Monsieur le Président. Évidemment, c'est un rappel au règlement tout à fait ordinaire, après celui qui vient d'être fait, qui est exceptionnel. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement concerne la décision injuste du gouvernement de baisser les APL de 5 € par mois pour 6,5 millions de ménages. Outre le fait que cette décision ait été prise sans aucune concertation, son caractère antisocial nous scandalise puisque nous vous rappelons que 75% des bénéficiaires font partie du tiers des Français les plus pauvres. 60% vivent sous le seuil de pauvreté. Cette mesure fait d'ailleurs l'unanimité contre elle. Les bailleurs considèrent que c'est un emplâtre sur une jambe de bois. Toutes les associations étudiantes et même l'UNI la dénoncent, ainsi que les associations pour le droit au logement et les syndicats. Non, 5 € ce n'est pas de l'argent de poche, contrairement à ce qu'affirment certains députés du groupe En Marche. C'est malheureusement le reste à vivre pour trop de familles. C'est l'argent nécessaire pour acheter le pain et les aliments de base. Sur l'année, cela représente 60 €, soit l'équivalent d'un caddie de courses hebdomadaire. 5 €, c'est aussi 2 jours de cantine pour les enfants. Alors, supprimer cet argent, ce n'est pas réduire une simple ligne sur le budget de l'État. C'est insupportable pour ces enfants et ces familles qui se battent tous les jours pour vivre ou survivre. Le gouvernement fait les poches aux pauvres alors qu'il s'apprête, en supprimant la part immobilière de l'impôt sur la fortune, à faire un nouveau cadeau de 3 milliards aux Français les plus riches. Cherchez l'erreur. Alors,
ne nous parlez pas d'économies. 400 millions par an, ce ne sont des économies de bout de chandelle. Nous avons des propositions autrement plus justes et plus efficaces. Attaquez-vous par exemple à l'évasion fiscale qui coûte chaque année 80 milliards d'euros. Instituez une véritable taxe sur les transactions financières qui rapporterait 36 milliards d'euros par an. Attaquez-vous au logement cher et aux salaires trop bas, puisque nous savons tous, ce n'est pas en baissant les APL que nous ferons baisser les loyers. C'est au contraire en construisant plus de logements, par des aides à la pierre à la hauteur et en régulant les prix du logement. L'État doit protéger les plus faibles, les plus fragiles et garantir à tous l'accès aux droits essentiels. Vos décisions sont une véritable marche arrière. Nous vous demandons donc de renoncer à cette mesure anti-pauvres et anti-jeunes, indigne de notre République qui ne devrait oublier personne. Je vous remercie. Allez, je vous donne acte de votre déclaration. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. Je vous rappelle que la discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la Commission. Nous commençons par l'article 9, appelé en priorité. À l'article 9, je suis saisi d'une demande de parole de plusieurs collègues et de Monsieur le Président Thierry Foucault. C'est Madame Beaufils. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu a déjà été pratiqué en France à une époque quelque peu oubliée, en l'occurrence la période de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'un tel mode de perception de l'impôt, appelé stoppage à la source à cette période, fut pratiqué pour imposer traitements, salaires, pensions et rentes viagères. Le décret-loi de novembre 1939, destiné à permettre la perception de cette contribution, était clairement justifié par les circonstances, celles de la guerre, et l'impôt fut d'ailleurs assorti d'une contribution exceptionnelle, sans doute pour tenir compte de ces circonstances, que le gouvernement de l'État français s'empressera de supprimer à l'été 40, une fois consommée la défaite et la honte d'un armistice réduisant à 100 000 soldats maximum les effectifs de l'armée française. Les esprits chagrins auront d'ailleurs remarqué que le stoppage, comme ils l'appelaient, ne concernait que les revenus aisément repérables et contrôlables et nullement les revenus du capital ou du patrimoine. Le dispositif disparut en 1948 pour faire place au célèbre impôt sur le revenu des personnes physiques, unifiant l'impôt cédulaire d'antan et progressivité pour les revenus plus importants. Chacun sait toutefois que les 30 dernières années de notre histoire fiscale ont été marquées par les coups de rabot successifs sur la progressivité de l'impôt et notamment la suppression de l'abattement de 20% sur les traitements et salaires, comme par la montée en puissance d'un autre impôt sur le revenu de caractère proportionnel, à savoir la contribution sociale généralisée. Une CSG qui aujourd'hui rapporte plus que l'impôt progressif et qui va rapporter plus encore avec la ponction supplémentaire liée au basculement des cotisations chômage et de la cotisation maladie résiduelle. La retenue à la source pour l'impôt sur le revenu doit donc clairement être regardée comme la première étape vers la fusion-confusion entre impôt sur le revenu et contribution sociale généralisée, et par voie de conséquence l'étatisation renforcée de la sécurité sociale. C'est précisément ce dont nous ne voulons à aucun prix. Rappelons enfin que la retenue à la source n'est pas la panacée contre la fraude fiscale. Des pays comme l'Italie ou la Grèce la pratiquent de longue date. Tout commentaire me semble superflu en l'état sur la situation des comptes publics dans ces deux nations amies de la France en Europe qui l'ont mis en application. Madame Annie David? Non. Madame Elisabeth Lamure. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet article 9 est important pour la délégation aux entreprises qui, depuis sa création, recense les obstacles au développement de nos entreprises et donc à l'emploi. Alors que les entreprises croulent déjà sous les obligations administratives, on envisage de les charger d'une nouvelle tâche, celle de prélever l'impôt sur les salaires.
Certains font valoir que ce serait plus simple pour le contribuable. Rien n'est moins sûr, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agirait d'une complexité supplémentaire pour les entreprises que nous rencontrons régulièrement et qui nous ont fait part de leur grande inquiétude. C'est pourquoi nous avons confié une étude à un cabinet indépendant afin d'évaluer l'impact pour les entreprises du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Les résultats de cette étude, accessible en ligne, sont frappants. Ils ont été rappelés d'ailleurs par notre rapporteur général du budget. La mesure aurait un coût initial d'environ 1,2 milliard d'euros la première année et un coût récurrent de l'ordre de 100 millions d'euros. Et plus grave encore, 75% du coût total de la mesure serait porté par les TPE de moins de 10 employés. Au-delà de la question du coût, l'étude montre que les chefs d'entreprise craignent une dégradation des relations sociales en raison de l'immixtion des entreprises dans la vie privée des salariés. Ils redoutent également des revendications salariales liées à la diminution de la rémunération nette figurant sur le bulletin de paye. Ces éléments sont à prendre en compte au moment où l'on souhaite favoriser le dialogue social au sein des entreprises. C'est le rôle de la délégation aux entreprises de vous alerter sur ces risques et nous nous réjouissons de l'évolution du texte résultant des travaux de nos collègues de la Commission des finances et de la Commission des affaires sociales. Dans son amendement 152, le gouvernement explique qu'il n'aura pas le temps de tester le prélèvement mensualisé et contemporain. Cela permettrait pourtant de corréler instantanément revenus et impôts sans que les entreprises ne portent le poids du dispositif. La France souffre de trop nombreuses réformes menées sans étude d'impact préalable sérieuse et ensuite nous ne cessons de légiférer pour réparer des erreurs qu'une évaluation aurait permis d'éviter. Alors ne commettons pas une nouvelle fois cette erreur collective. Je donne pas la parole au ministre. Alors, je suis saisi d'un amendement 50 rectifié de notre collègue Monsieur Carcenac. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la mise en place du prélèvement à la source a donné lieu à un débat très approfondi au sein de notre Commission des finances. Et je rappellerai simplement que ce prélèvement est une mesure de justice pour les contribuables qui voient leur situation fiscale évoluer d'une année sur l'autre. Ce n'est pas marginal puisque 30% des contribuables français sont concernés chaque année. En permettant de rendre le paiement de l'impôt contemporain de la perception des revenus et d'éviter le décalage d'un an, cette mesure protège ceux qui subissent une perte de revenus de manière parfois choisie mais aussi subie. L'impôt est également mieux réparti puisqu'il sera prélevé sur 12 mois au lieu de 10. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose de reporter d'1 an sa mise en place, ce que nous regrettons. Cette réforme a été minutieusement préparée par une administration excellente qui a fait de la formation des agents, qui a informé et dont les fournisseurs de logiciels ont déjà mis en place les logiciels. Elle est aujourd'hui prête et un test est initialement prévu pour cet été. Ce report ne nous semble donc pas utile, sauf à fournir un rapport de plus. Nous osons croire, comme la presse s'en est fait l'écho, que ce report vise en réalité à ce que l'entrée en vigueur du prélèvement à la source ne coïncide avec la suppression de certaines cotisations salariales et la hausse de la CSG. Par ailleurs, la Commission des finances, à l'initiative de son rapporteur général, logique dans sa démarche, a complété l'article 9 par certaines dispositions auxquelles nous ne sommes pas favorables, s'agissant notamment de la réduction de la charge induite pour les tiers collecteurs. Des collecteurs, il y en a déjà pour la TVA. Je rappelle que le prélèvement à la source représente une ligne de plus à remplir sur la déclaration sociale nominative, vaste chantier mis en œuvre dès 2013 et qui a été établi selon une méthode collaborative. Et il y a actuellement sur la DSN près de 24 lignes. Rares sont aujourd'hui les PME et TPE à n'être pas encore passés à la DSN et qui ne respecteraient pas la loi. Surtout, nous ne pouvons vous soutenir sur la mise en place d'un prélèvement mensualisé et contemporain. Pour ces raisons, nous vous invitons à supprimer l'article 9. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général? Grande surprise, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, défavorable. Bon. Un point d'accord, tout d'abord avec quand même le groupe socialiste, c'est que cet article 9 n'a strictement rien à voir avec le texte sur le dialogue social. On est peut-être éventuellement dans le dialogue fiscal, mais néanmoins, je suis d'accord avec le gouvernement
qu'il y a une certaine urgence à annoncer aux contribuables, aux entreprises, suffisamment tôt que l'on reporte d'un an le prélèvement à la source. Je crois que c'est mieux que ce soit dans un texte maintenant que de le voir dans le PLF où ce sera un peu tard. Donc je pense qu'il fallait trouver un vecteur législatif et on peut admettre qu'il n'y a pas beaucoup de lien avec le texte sur le dialogue social, mais c'est utile d'informer suffisamment les taux les contribuables. Donc, vous savez, Thierry Carcenac l'a rappelé, la position de la Commission des finances et la position du Sénat, qui avait été celle qui avait été adoptée lors du PLF en 2017. Et je vais interroger le ministre avec des questions dont je ferai également les réponses, ça sera encore plus simple. Est-ce que le taux de recouvrement en France de l'impôt est mauvais? Non, c'est un des meilleurs du monde. Est-ce que le mode d'impôt en France, est-ce que c'est compliqué? Non, là, il y a des déclarations pré-remplies. Est-ce que les outils que nous offre la DGFiP sont simples? Oui, ça fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'on a le choix du mode de paiement? Oui, on peut avoir le prélèvement, on peut avoir la mensualisation, on peut être en tiers provisionnel, donc tout ça fonctionne. Et pourquoi donc complexifier ce qui aujourd'hui fonctionne? Alors je reconnais, et je suis d'accord avec Thierry Carcenac, qu'il y a un seul sujet, c'est finalement tout le débat, c'est qu'on paye les impôts sur la base de l'année N-1. Et sans doute là-dessus, 30% des contribuables voient leur revenu changer chaque année, nous a-t-on dit à l'instant. Sans doute, on peut trouver une solution face à ce décalage entre l'année où on paye les impôts et les revenus auxquels ça se réfère. Mais nous considérons qu'il y avait une autre solution, il y a plusieurs sans doute, une a été proposée par la Commission des finances et par le Sénat, c'est d'utiliser le tuyau de la DSN et d'avoir l'alimentation en temps réel des revenus et que la DGFiP, que l'administration fiscale, calcule l'impôt. Les contribuables seraient tous mensualisés, non pas sur la base de leur historique de l'année N-1, mais sur la base de leurs revenus en temps réel. Il y aurait certes 1 mois, 2 mois, 3 mois de décalage, mais ça serait une avancée considérable par rapport au système actuel. Et surtout, on garderait cette relation duale contribuable-administration fiscale sans avoir besoin d'embêter les entreprises. Elisabeth Lamure a rappelé à l'instant l'étude qui a été réalisée, c'est un coût considérable, notamment pour les TPE. Donc on peut avoir une solution beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, avoir un impôt moderne, contemporain, sans arriver au choc de complexité que l'on connaît. Je pourrais détailler X taux, le taux par défaut, le taux normal, le taux choisi, 2 taux dans l'année. On a inventé une usine à gaz pour résoudre un seul problème, qui est celui du paiement des impôts sur une base de N-1. Il y a d'autres solutions et c'est la raison pour laquelle, évidemment, la Commission est défavorable à l'amendement qui propose de reporter d'un an l'entrée en vigueur du prélèvement à la source. Donc avis défavorable. Et l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Merci, Monsieur le Président. D'abord, en propos liminaire, laissez-moi, si vous l'acceptez, vous présenter également les hommages, les respects du gouvernement et de ma personne pour votre travail ici au Sénat. Et on sait tous que nous perdons beaucoup à ne plus vous voir parlementaire, Monsieur le Président Gaudin. Quelques mots, si vous me le permettez, d'abord de réponse des orateurs inscrits à l'article. D'abord, dire qu'effectivement, si l'impôt à la source a été évoqué dans notre histoire politique, aujourd'hui, tous les pays européens, tous les pays occidentaux pratiquent soit un impôt à la source, soit un impôt qui se rapproche de la source, et nous sommes les seuls à fonctionner sur un tel impôt. La spécificité française a parfois du bon, parfois quelques mauvais. Je voudrais dire à Madame la sénatrice que si depuis 1940, un certain nombre de changements ont eu lieu, notamment les changements de techniques et de technologies qui nous permettent effectivement désormais d'avoir une contemporanéité de l'impôt. Finalement, dans ce que j'entends des orateurs, et notamment de Monsieur le rapporteur général dans son excellent rapport, mais aussi de l'orateur du groupe socialiste, personne ne remet en cause l'intérêt d'un impôt contemporain. Payer ses impôts en même temps que ses revenus, c'est un avantage que l'on doit offrir à nos concitoyens, dont il a été souligné que 30% voient des revenus changer très importants et beaucoup en diminution. L'impôt à la source, c'est la modalité de cet impôt contemporain. Y a-t-il d'autres modalités ? Monsieur le rapporteur général l'a évoqué, Madame l'a évoqué. Peut-être, nous pensons, nous, et c'est l'objet de la proposition que fait le gouvernement aujourd'hui, que la contemporanéité de l'impôt doit être garantie. Essayons de trouver d'autres modalités. Je l'ai expliqué aussi devant la Commission des finances, c'est une éventualité qu'il nous faut scientifiser, puisque, comme l'a évoqué lui-même le rapporteur général, il y a un décalage de 3 mois, si nous prenons la mesure DSN des deux côtés, il y a un décalage de 3 mois. Et ce décalage de 3 mois, il est tout à fait préjudiciable pour les particuliers, puisqu'il viendrait avoir les mauvais côtés de l'impôt à la source et les mauvais côtés de l'impôt sur le revenu tel que nous le connaissons. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des revenus qui, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, sont stables. Plein de gens voient des revenus qui changent de mois en mois. Prenons un exemple que nous connaissons tous,
un ouvrier qui a un 13e mois, il a son 13e mois au mois de décembre, et il va donc, avec le système proposé par monsieur le rapporteur général, dont je ne souligne évidemment l'ingéniosité de proposition, payer l'impôt plus tard, c'est-à-dire au mois de février, au mois de mars, c'est-à-dire peut-être au moment où il aura les moins de moyens de le payer. Donc moi je demande qu'on scientifise la proposition qui a été évoquée par le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et le rapporteur général. C'est pourquoi, monsieur Carcenac, nous proposons de décaler d'1 an. D'abord parce que nous proposons ce décalage, parce que nous avons écouté nous-mêmes l'excellente administration fiscale, mais aussi les syndicats de Bercy, qui nous ont dit qu'il pouvait y avoir une difficulté. Et cette difficulté, nous demandons à la vérifier. Et c'est pour cela qu'il y a une expérimentation. Mais l'ancien gouvernement n'avait pas tout prévu, si vous me permettez, monsieur le sénateur, puisqu'il y avait l'expérimentation en juillet, août, septembre, mais on aurait envoyé les feuilles d'impôt avant la fin de l'expérimentation, et on se serait bien demandé à quoi servait l'expérimentation, si à la fin de l'expérimentation, on ne pouvait pas en tirer les conclusions, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Donc excusez-moi de vous dire que le gouvernement précédent avait peut-être mis un peu les charrues avant les bœufs, et si c'était une réforme auquel vous croyez tant, il fallait le faire au début du quinquennat, pas à la fin. La deuxième des choses que je voulais évoquer avec vous, c'était la possibilité pour le cabinet Mazars et pour l'inspection générale des finances de scientifiser ce que vous proposez, madame la sénatrice. C'est-à-dire que vous évaluez, et je m'en excuse, monsieur le président, si je dépasse le temps de nos discussions, mais je n'en dirai pas plus la prochaine fois, vous scientifisez le fait qu'il y a plus d'1 milliard de coûts. Nous ne sommes pas convaincus de ça, même si nous comprenons que pour les TPE et les PME, c'est peut-être une surcharge administrative supplémentaire. Donc nous avons demandé scientifiser, et j'ai accepté l'amendement à l'Assemblée nationale d'un rapport. Comme de même, je vais accepter sous-amender l'amendement du rapporteur général pour montrer la bonne foi du gouvernement et sa non-idéologie. Un rapport qu'on remettra le 30 septembre au Parlement, de l'IGF et d'un cabinet privé pour essayer de voir la surcharge administrative réelle ou fantasmée pour les entreprises. Je le dis d'ailleurs ici, madame la sénatrice, toutes les entreprises ne sont pas contre l'impôt à la source. Les entreprises frontalières le font déjà. Moi qui suis d'une ville frontalière, le font déjà pour beaucoup de nos concitoyens, qu'ils soient belges, qu'ils soient espagnols, qu'ils soient italiens. Vous dire aussi que le monde agricole attend beaucoup de l'impôt à la source parce que la saisonnalité, c'est quelque chose qui est très important pour les agriculteurs et pour le monde agricole. Donc toutes les entreprises ne sont pas rétifs à l'impôt à la source. Enfin, la DSN, cette simplification, elle était à 97% dans les foyers des entreprises, il restait 3%. 3%, c'est parfois les TPE et les PME. Donc le report de l'impôt à la source, c'est aussi attendre que 100% des entreprises soient dans cette simplification. Et enfin, vous dire une dernière chose, monsieur le rapporteur général. Nous sommes tout à fait d'accord pour travailler ensemble sur l'impôt à leur source reportée. Il y a un avantage particulier de l'impôt à la source, c'est que sur 12 mois, pas sur 10, je crois que ça permettra une grande intelligibilité de l'impôt par nos concitoyens. Bien, 2 de nos collègues demandent la parole pour explication de vote. Monsieur Guérini. Ah, Marseille, ils sont jaloux quand même, hein, monsieur le Président. Oui, me dit-on, il y a eu une standing ovation vous concernant, monsieur le Président Gaudin. Alors, avec l'autorisation de monsieur le ministre et de monsieur le Président, permettez-moi, mes chers collègues, en tant que Marseillais, monsieur le maire, de vous appeler avant tout monsieur le maire, mon cher Jean-Claude. Vous présidez aujourd'hui votre dernière séance. Et je tiens à saluer l'homme, avant tout, autant que l'homme politique avec respect et en même temps avec une immense émotion à titre personnel. Bien sûr, dans la ville que vous aimez et que vous défendez avec talent, nous eûmes des orages. On ne traverse pas 40 ans de combats et de batailles politiques sans nuages ni tensions. Mais ces affrontements étaient destinés à faire plus et mieux pour Marseille. Ce qui nous a permis, Monsieur le Président, de surmonter toutes les tempêtes, même les plus terribles. Vous manquerez à la Haute Assemblée, mais pour ma part, j'ai l'assurance et la chance de vous retrouver dans quelques jours ou quelques heures sous la protection de la Vierge de la Garde qui vous accompagnera encore longtemps. D'autres piaffent pour vous succéder. Je sais qu'avec votre intelligence et votre sens des responsabilités, vous saurez vous garder de vos amis comme de vos ennemis
Merci pour tout, mon cher Jean-Claude Gaudin. Merci, Monsieur Guérini. Madame Gontier-Morin a demandé la parole. Monsieur le Président, permettez-moi, avant de revenir sur le texte, de vous adresser au nom de mon groupe notre très amical salut. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre position sur la retenue à la source a été rappelée. Permettez-moi toutefois de préciser ici quelques motifs qui nous conduiront à ne pas voter en faveur de la suppression de cet article 9. On peut effectivement, comme nos collègues socialistes, se demander ce que vient faire l'article 9 dans ce texte sur le droit du travail et qui se trouve ici dans l'orbite du droit fiscal. L'article 9 aurait donc les apparences d'un cavalier législatif, ces dispositions ne pouvant être modifiées que par une loi de finances, puisqu'il s'agit ici d'articles issus de la seconde partie de la loi de finances pour 2017, dont l'examen n'a pas eu lieu au Sénat. Pour autant, l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi, dont l'article 9 faisait partie, ne retient absolument pas cette hypothèse et ne discute donc pas plus avant du bien fondé de la disposition dans le présent projet de loi, même si elle n'a qu'un lien assez ténu avec le dialogue social. Et le rapport de la Commission des finances rappelle que tout cela n'est pas en infraction avec les principes organiques de la discussion de la loi de finances. En fait, mes chers collègues, le véritable débat de cet article n'est pas un débat de pure technique fiscale, mais un débat politique de fond sur le sens que l'on souhaite donner à notre système de prélèvement dit obligatoire. Parce qu'il est notamment question, depuis le début de la législature en cours, de procéder à quelques mutations de notre droit. La moindre n'est pas de réduire de manière assez sensible la taxation du capital et des patrimoines par réduction, dans un premier temps, de l'ISF et la sortie des revenus financiers de l'assiette de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement libératoire de 30%, qui solderait l'affaire pour autant pour les finances sociales que pour celles de l'État. Comme les différentes contributions sociales actuelles atteignent 15,5%, on imagine donc que la part restante au budget de l'État sera de 14,5%, taux assez éloigné, chacun en conviendra, des 45% de taux d'imposition maximale du barème. La réforme fiscale qui est en filigrane derrière la mise en œuvre de la retenue à la source, c'est celle d'une sollicitation plus importante des couches modestes et populaires au travers des impôts de consommation, TVA, TICPE, droit sur les tabacs et alcools, contribution climat-énergie, une pression fiscale accrue sur les classes moyennes par un impôt direct de plus en plus proportionnel, notamment par rapprochement de la CSG et de l'impôt sur le revenu, et un allègement de fiscalité pour les revenus les plus aisés. Parce que la disparition du quotient familial, mes chers collègues, voyez-vous, cela inquiète assez peu les ménages fortunés qui ont bien d'autres moyens de réduire la facture. Voilà pourquoi, en quelques mots, nous ne voterons pas cet amendement de suppression de l'article 9. Monsieur François Marc a demandé la parole. Madame Bric aussi. Oui, merci Monsieur le Président. Deux mots pour justifier un vote favorable à l'amendement qu'a présenté Thierry Carcenac. Il s'agit, avec cette réforme portant sur le prélèvement à la source, d'une modernisation nécessaire. La France est l'un des seuls pays dans le monde aujourd'hui à ne pas appliquer le prélèvement de l'impôt l'année même où on a perçu ses revenus. L'un des seuls pays en Europe, il en reste deux, et je ne veux pas les citer, mais ça ne nous mettrait pas en très bonne compagnie. Et donc il s'agit d'une modernisation et, je crois, d'une mesure qui va dans le sens également des avancées sociales, puisque le décalage qui est constaté pénalise 30% des familles modestes, et il s'agit donc de trouver un dispositif adapté. Et je pense que ce qui a été travaillé en ce sens mérite attention. Alors, Monsieur le Ministre, vous nous avez indiqué que vous étiez convaincu de la pertinence de ces arguments, tant mieux. La question posée, c'est est-ce qu'on est prêt ou pas pour mettre en application tout de suite? Nous avons entendu à maintes reprises le ministre Christian Eckert, nous avons travaillé très souvent en commission des finances sur le sujet,
Et il me semble, pour ma part, et je crois que nos collègues de notre groupe sont convaincus, qu'on est prêt pour la mise en œuvre. Nous avons eu des discussions avec l'administration fiscale, le ministre nous a convaincus, et je crois qu'on est en mesure de mettre ça en application tout de suite. C'est la raison pour laquelle il ne paraît pas sans doute souhaitable de reporter d'1 an, parce qu'on sait très bien à quoi aboutissent parfois les reports. Les reports sont parfois l'antichambre d'une remise en question et d'un refus, parce qu'il y a toujours un peu d'impopularité, on sait bien, dès l'instant où on touche à la fiscalité. Donc nous préconisons par conséquent qu'on puisse mettre en œuvre le plus vite possible, tel que c'était prévu. On est prêt pour y aller. L'administration fiscale a été briefée dans tous les sens pour qu'on y aille. Et par conséquent, cet amendement est totalement fondé. Il convient de supprimer le report d'1 an qui nous est proposé. Merci. Madame Nicole Bricq. Oui, Monsieur le Président, moi je peux comprendre l'attachement des membres du groupe socialiste à ce qui était présenté dans le précédent quinquennat comme une réforme phare. Moi je comprends tout à fait, mais je crois qu'il ne faut pas se faire de faux procès dans la mesure où tout le monde est favorable à la modernisation, y compris le gouvernement, du prélèvement de cet impôt ô combien sensible pour nos concitoyens, du moins pour ceux qui le payent. Nous savons qu'il y en a quand même de moins en moins, à peine 50% bientôt. Donc, moi j'ai été longtemps favorable au prélèvement à la source, très longtemps, parce que je ne comprenais pas pourquoi la France ne le faisait pas alors que tous ses voisins européens l'avaient mis en place. Mais je voudrais le souligner, ils l'ont mis en place à une époque déjà ancienne, où la numérisation n'existait pas. Internet, ce n'était pas connu à l'époque. Donc pour eux, c'est vrai que ça va apporter une simplification extraordinaire. Alors, vous y allez très fort, vous proposez un amendement de suppression. Je trouve que ce serait vraiment dommage de le voter dans la mesure où nous allons avoir des éléments qui vont nous permettre d'apprécier cette modernisation qui pourrait être faite d'ici à 1 an. Parce que je trouve qu'il y a des expérimentations. Ce serait dommage, en supprimant l'article, de se priver d'un outil nouveau qui va vraiment éclairer tous les acteurs parlementaires. Et le rapport que vous nous avez annoncé aussi, il y a quand même 3 alinéas à l'article. C'est dommage de tout supprimer d'un coup. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Madame Bricq pour son intervention qui, je crois, pourrait achever de convaincre le rapporteur général. Je voudrais dire à l'intervention de Monsieur Marc, si c'est le même ministre qui vous a présenté le budget, vous devriez vous méfier de ce que vous avez dit cet ancien ministre. Parce qu'avec la même sincérité, parce que autant, puis-je me permettre, ben oui, on aurait peut-être évité de faire un décret d'avance, en effet. Puis-je me permettre de vous souligner que lorsque je suis arrivé en responsabilité il y a 8 semaines, tous les syndicats, à moins qu'il ne faille pas écouter les syndicats de fonctionnaires, tous les syndicats m'ont dit que la DGFiP a fait un travail absolument extraordinaire, et vous avez raison de le souligner, mais que nous avions encore quelques questions sur le fonctionnement du passage de l'impôt à la source. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le recouvrement de l'impôt sur le revenu, c'est 97%, et que la moindre des choses que l'on doit aux Français dans le lien fiscal qu'on a avec eux, c'est que ça doit fonctionner correctement. La deuxième des choses que je voulais souligner avec vous, c'est que l'expérimentation, elle avait lieu après le top départ, puisqu'il fallait décider finalement pour le début juillet. On aurait envoyé les feuilles d'impôt avec le fameux taux neutre, et donc on aurait vu l'expérimentation. Alors si elle se passait bien, tout allait bien, mais le principe d'une expérimentation, c'est qu'il faut regarder le but de cette expérimentation, sinon on ne fait pas d'expérimentation. Et la troisième des choses que je voulais évoquer avec vous, c'était bien dans la relation de confiance qu'on doit avec les entreprises, et c'est pour ça que le gouvernement est dans l'entente et dans l'écoute, c'est le lien effectivement sur les éventuelles surcharges pour les TPE et PME et le fait que 97%, si j'ose dire, seulement de la DSN soit dans les entreprises. Il y avait donc 3%, et la politique, c'est toujours les quelques pourcents qui restent. C'est 3% d'entreprises qui n'avaient pas cette DSN. Donc nous n'étions pas tout à fait prêts, si je prends tous les signaux d'alerte. Et moi, je préfère qu'on reporte d'1 an et qu'on fasse ça bien que d'aller absolument de manière extrêmement rapide pour un décret qui a été quand même signé quelques jours seulement avant les échéances électorales. Dire à Madame la sénatrice
que je reviens sur le point extrêmement juridique de est-ce qu'on a le droit de le mettre dans ce texte-ci ou non, puisque je crois que les sages du Conseil constitutionnel auront à lire les comptes rendus de nos débats. D'abord, il ne s'agit pas d'une disposition organique. Ensuite, nous avons tout à fait le droit de reporter, et je pense que c'est même d'une bonne gestion fiscale que de prévenir dès maintenant, au cœur de l'été, après un débat présidentiel très important sur ce sujet notamment, que nous reportons la mesure. Troisième sujet, il faudrait entendre les arguments. Et c'est l'argument d'ailleurs qui se contredit avec la suite de votre démonstration, soit ça établit un nouveau lien avec les salariés, soit ça n'établit pas un nouveau lien avec les salariés. Donc évidemment, dans le cadre du dialogue social, le fait que les entreprises qui sont déjà collecteurs d'impôts, c'est déjà le cas pour la TVA, c'est déjà le cas pour la CSG, puissent être sur l'impôt à la source. Évidemment, ce texte est tout à fait dans le cadre de la loi que nous vous présentons, dans la loi du dialogue social, et évidemment, il ne s'agit pas d'un cavalier législatif. Enfin, je voulais dire à Madame la sénatrice et à son groupe qu'il ne s'agit pas ici de préparer la fusion entre l'IR et la CSG. Le gouvernement a déjà eu l'occasion de le dire, qu'il ne le ferait pas et que ce n'est pas dans ses intentions. Monsieur Jean Desessard a demandé la parole. Allez-y. Monsieur le Président, Monsieur le mandat unique maire de Marseille. Donc, on ne se verra plus dans l'hémicycle, Monsieur le Président. On se verra à Mossane-les-Alpilles, certainement, hein, comme nous le faisons une fois dans l'année. Bien, je voulais intervenir pour donner ma position, qui n'est pas celle du groupe écologiste ex, mais celle d'un non-inscrit écologiste. J'étais moi aussi favorable à la retenue à la source comme Madame Bricq. Je n'ai pas rejoint En Marche, hein, Nicole, tu le sais bien, mais j'ai évolué aussi. Et je pense qu'il faut réfléchir, et ce n'est pas idiot de se donner une année complémentaire pour réfléchir à un prélèvement mensuel. Et il est évident qu'il y a une évolution des modalités de travail, de multi-employeurs, c'est multifonctions, beaucoup de choses. Et si les moyens numériques nous permettent d'obtenir le même résultat par un prélèvement mensuel, je pense qu'on peut éviter la complexité de l'impôt à la source. Donc, pour cela, dire qu'un non-inscrit écologiste, qui ne représente pas l'ensemble des non-inscrits écologistes, ne votera pas l'amendement proposé par le groupe socialiste, et je me rallie aux mêmes interrogations de Madame Bricq. Voici ma position. Bien. Monsieur Assouline a demandé la parole aussi. Oui, le débat n'est pas le débat si l'impôt, la retenue à la source sur le fond est bonne ou mauvaise. Le débat, c'est pourquoi il arrive, et de cette façon, dans ce débat sur la loi qui ne porte pas du tout sur ce sujet. Alors bien entendu, le gouvernement a le privilège, dans notre Constitution, de pouvoir faire des cavaliers sans que ce soit désigné comme cavalier par le Conseil constitutionnel. Mais la méthode est de toute façon très cavalière. Ça n'a rien à voir avec le débat que nous devons avoir. Donc ça, il faut le poser quand même. Ensuite, il y a la deuxième question sur la forme. C'est que le gouvernement précédent a choisi, après un grand débat dans la société, on ne peut pas dire que ça a été en catimini, il y a eu de longs débats, de longues discussions pour arriver à cette conclusion, même un décret quelques temps avant les élections présidentielles suivantes, mais ça a été construit, expliqué, avec beaucoup de fonctionnaires qui ont travaillé concrètement à la mise en œuvre de cela. Et ce que vous nous proposez, c'est sans aucun débat, puisque c'est dans un texte qui n'a rien à voir, mais vous ne proposez pas non plus, puisqu'on va le faire là en quelques minutes, quelques amendements, quelques réponses, nous allons devoir décider l'inverse, alors qu'à l'inverse de ce que vous avez dit, Monsieur Darmanin, parce que j'ai été regardé, peut-être que si il y avait eu un débat pendant les présidentielles sur cette question précise, vous auriez une légitimité à venir nous dire, bon, le débat a eu lieu dans le pays, les Français ont tranché en votant pour Emmanuel Macron. Or, je remarque, après avoir regardé,
que cette proposition concrète de report n'apparaît qu'au mois de juin, soit plusieurs semaines après la campagne présidentielle. Il n'y a pas eu de débat à la présidentielle précis sur le fait que vous reporterez. On en parle, c'est pas la démocratie. Si le président dit « je vais reporter » et vous allez m'élire, ça veut dire qu'on va reporter, alors oui, on peut dire que le pays en partie a tranché. Or, ce n'est pas le cas. À aucun moment, il y a eu cet engagement. Bien. Mes chers collègues, si plus personne ne demande la parole, je vais mettre aux voix l'amendement de notre collègue M. Carcenac. Nous connaissons l'avis de la Commission et l'avis du gouvernement. Que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Avis contraire. Abstention. Allez, l'amendement n'est pas adopté. Nous passons à un amendement de Madame Cohen. Pruneau. Non. De Madame Pruneau, pardon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet amendement vise à, d'une part, supprimer la disposition de la loi de finances visant la création de l'imposition par retenue, qui représente un danger autant pour le devenir des prélèvements fiscaux et sociaux que pour les citoyens, dont l'impôt personnel augmenterait à coup sûr, et d'autre part, à instaurer un comité de suivi régional du CICE pour s'assurer que les TPE et PME en bénéficient. Le droit actuel prévoit que lorsque le comité d'entreprise constate que le CICE n'est pas utilisé conformément à son objet, il peut demander des explications à l'employeur. Si l'employeur refuse de s'expliquer ou si l'utilisation non conforme du CICE est confirmée, le comité d'entreprise peut rédiger un rapport qu'il transmettra au comité de suivi régional du CICE. En l'état, ce dispositif n'est pas suffisamment effectif et l'absence de sanctions peut décourager l'action des représentants du personnel. Je vous remercie. Qui demande encore la parole? Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général? Notre collègue, Monsieur le Président, vient de défendre l'amendement 151, si j'ai bien compris. Et je crois qu'il y a une petite erreur, mais je vais quand même répondre sur le 150 qui était à l'ordre du jour. Le 150, parce que nous a parlé d'autre chose. Le 150, c'est donc un amendement qui abroge le prélèvement à la source. Donc, je me suis déjà exprimé. Par définition, la Commission est défavorable, puisque nous préférons attendre les résultats de l'expérimentation et de l'audit pour nous prononcer définitivement sur l'avenir du prélèvement à la source. Je crois qu'on a eu une longue explication à l'instant. Si on votait l'amendement 150 du groupe communiste, on resterait au statu quo. Je pense que, je l'ai dit, personne majoritairement n'est favorable en matière du statu quo. On peut faire évoluer, encore une fois, l'impôt, le rendre plus contemporain. Nous considérons pour notre part qu'il y a d'autres voies que le simple prélèvement à la source, notamment la mensualisation contemporaine, et je vois que sur certains bancs, ça s'est également exprimé dans ce sens, mais rester au statu quo sur la base d'un impôt historique, ça serait sans doute malheureusement quelque chose qui n'est pas tout à fait acceptable. Et donc, si on votait cet amendement, eh bien, on en resterait, encore une fois, un système d'impôt historique, ce que nous ne souhaitons pas. Par ailleurs, si on votait cet amendement 150 rectifié, ça aboutirait également à abroger l'article 82 de la loi de finances pour 2017, qui transforme la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile en crédit d'impôt. Donc ça irait bien au-delà d'une simple question concernant le prélèvement à la source. Donc cet amendement, je pense, a une visée un peu large et pour ces deux raisons, évidemment, la Commission des finances y est défavorable. Et l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Défavorable, Monsieur le Président. Pas d'explication de vote? Dans ce cas-là, mes chers collègues, je vais mettre aux voix l'amendement présenté par notre collègue Madame Rudeau. Que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Merci. Avis contraire? Allez, l'amendement n'est pas adopté. Nous arrivons à 3 amendements en discussion commune. Le 151 rectifié, Madame Beaufils. Alors là, je vais vraiment être sur le CICE. Et je ne me trompe pas. Le CICE a été mis en place, je vous le rappelle, pour participer à une amélioration de la compétitivité des entreprises. C'est ainsi qu'on nous l'a vendu.
Nous avons maintenant le recul nécessaire. Je vous rappelle qu'il a été mis en place en 2013. Il est calculé sur la masse salariale pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. De 4%, il est passé à 6%, puis à partir du 1er janvier 2017, il sera à 7% de cette masse salariale. Où en est-on de l'emploi et de l'investissement qui devaient être créés grâce à ce CICE? Au maximum, 120 000 emplois auraient été créés, nous dit France Stratégie, ou maintenus. C'est l'organisme qui est chargé d'analyser la situation. Les charges à payer au titre du CICE par le budget pour les remboursements de l'impôt sur les sociétés s'élevaient à 15,2 milliards en 2016 et le stock de créances est de 17,11 milliards à cette période, 17,11 milliards non consommés mais qui devront être couverts dans les prochains budgets. C'est une augmentation de 5 milliards d'euros de crédits qui seront nécessaires en 2018. Doit-on se satisfaire de simple amélioration des marges des entreprises sans retour sur l'emploi, sur l'investissement, sur la compétitivité? Nous ne le pensons pas. En votant notre amendement, vous vous donneriez les moyens d'une autre orientation des dépenses publiques que celle que vous nous proposez. La dépense publique peut être en effet plus efficace pour répondre aux besoins de nos concitoyens plutôt qu'au CICE. Quel est l'avis de la commission? Ah, pardon. L'avis du... un amendement 152 du gouvernement, monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président. Le présent amendement a pour objet de préciser le champ du rapport qui sera remis au Parlement avant le 30 septembre. Je pense que ça contribue, me semble-t-il, à la volonté des parlementaires des deux chambres et particulièrement de celle-ci. Et donc nous vous proposons de l'adopter. Je précise aussi qu'avec Monsieur le rapporteur général, l'idée du gouvernement est de montrer pour que l'ensemble des parlementaires, au moment de la loi de finances, si jamais nous y reviendrons, et on pourra répondre aux questions, notamment sur les questions du CICE, dans le cadre de la loi de finances, donner un maximum d'informations aux parlementaires pour qu'ils puissent prendre un maximum de décisions avec des chiffres les plus objectivés possibles et non pas simplement sur la base de rapports qui ne sont peut-être pas forcément partagés dans leur co-information. Et un amendement 209 de Madame Joëlle Garriaud-Maylam. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les alinéas 3 et 4 de cet article 9 prévoient la présentation au Parlement d'un rapport sur ce prélèvement à la source. Mais ils ne mentionnent aucunement les Français de l'étranger. Pourtant, j'aimerais vous dire combien cette disposition suscite d'interrogations, d'inquiétudes parmi nos compatriotes expatriés et leurs élus, les conseillers consulaires. Interrogations parce que les Français de l'étranger souvent paient les impôts dans 2 pays différents. Interrogations parce que tous les pays n'ont pas conclu de convention fiscale avec la France. Et ensuite, et tout particulièrement parce que le crédit d'impôt pour éviter le double prélèvement pendant l'année de transition présente ou pourrait présenter de sérieuses difficultés. C'est pour cela que nous souhaiterions que dans ce rapport, il y ait une étude spécifique au sein de ce rapport, donc, sur la situation particulière de l'application en ce qui concerne les Français de l'étranger. Monsieur le rapporteur général du budget, votre avis sur ces amendements? Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, sur l'amendement numéro 151 rectifié, l'article 9, je l'ai dit, et je le reconnais volontiers, n'a pas beaucoup de rapport avec le dialogue social. Mais alors là, l'amendement 151, il n'a aucun rapport avec notre texte. Donc c'est un pur cavalier. Non pas que le débat soit pas intéressant, mais c'est un débat de PLF. Nous aurons sans doute, en loi de finances initiale, à débattre de l'efficacité du CICE. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de rapport avec notre article 9, qui est un simple report du prélèvement à la source. Donc évidemment, avis défavorable. Sur l'amendement 152, bon, je me réjouis que le gouvernement accepte l'apport du Sénat pour enrichir notamment ce rapport permettant de voir les alternatives au prélèvement à la source. Donc le gouvernement souhaite conserver l'essentiel des apports de la Commission, mais nous dit que compte tenu des délais impartis, c'est un petit peu juste pour procéder à des tests, et donc c'est l'objet de l'amendement 152, et la Commission y est favorable. Sur l'amendement numéro 209, notre collègue souligne les difficultés pour les Français de l'étranger. J'avoue qu'on n'a pas forcément le cas
pu expertiser toutes les situations, notamment des pays qui n'auraient pas de convention fiscale avec la France. Sans doute, il serait utile d'enrichir le rapport de ce point de vue. Peut-être que le ministre a des précisions. Et faute d'informations, la Commission a souhaité s'en remettre à la sagesse du Sénat. Alors, l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre, sur les deux amendements qui ne sont pas le vôtre. Merci, Monsieur le Président. Sur le premier point, je ne rentrerai pas dans le débat sur le CICE. Je crois qu'on aura la loi de finances pour le faire. Mais là, pour le coup, effectivement, on est bien loin du texte. En revanche, sur l'amendement de Madame la sénatrice en ce qui concerne les Français de l'étranger, il me semble, Madame la sénatrice, qu'on risque, si l'Assemblée adopte votre amendement, d'être contraire à la philosophie que vous souhaitez porter, c'est-à-dire la protection des résidents français à l'étranger. D'abord parce que, et c'est les 10 pages de l'étude préalable qui sont à votre disposition dans le texte, il y a plus d'une dizaine de pages qui étudie ce rapport de fiscalité avec les Français de l'étranger. Souvent, on considère que, et c'est partagé, même si monsieur le rapporteur général a dit qu'il y avait de multiples personnalités différentes parmi les Français de l'étranger et parmi les pays, mais très souvent, les retenues à la source spécifique des non-résidents sont préférables pour eux, en raison notamment de leur caractère libératoire. Il y a bien plus, me semble-t-il, d'avantages à appliquer ce qui est... Alors, je pense que votre collègue sénateur des Français de l'étranger qui est derrière vous opine du chef, ce qui ne doit pas être tout à fait faux dans mes propos. Il y a bien plus d'avantages pour eux de rester sur le système d'aujourd'hui. Et la deuxième des choses, c'est que ces retenues à la source spécifique aux revenus salariaux et assimilés de sources françaises et non-résidents sont favorables, encore une fois, à ces derniers, au-delà des modalités de recouvrement qu'une imposition plus faible qu'on appliquerait aujourd'hui aux résidents. Donc il me semble que vous devriez retirer votre amendement, me semble-t-il, et les études, notamment dans l'étude d'impact de la loi, prévoient pour une dizaine de pages largement la philosophie de votre amendement, qui conviendrait peut-être de retirer, sinon je pense que vous allez commettre pour les Français de l'étranger, un certain nombre d'entre eux, un passage qui serait défavorable d'un point de vue fiscal à ce qu'ils ont aujourd'hui avec les conventions fiscales que nous avons signées avec d'autres pays. Monsieur le Président Retailleau a demandé la parole. Oui, Monsieur le Président. D'abord parce que, au nom de chacun des membres de notre groupe et après l'adresse que vous a faite le Président du Sénat, je voudrais vous témoigner, au nom de chacun de nos membres, du groupe que vous avez présidé, puisque j'ai pris votre succession, notre affection. Et vous dire que si dans quelques heures, dans quelques jours, vous nous quitterez, ce que je veux vous dire, c'est que votre voix, avec cet accent marseillais incomparable qui la distingue entre mille autres, résonnera encore longtemps dans cet hémicycle quand vous serez partis. Je voudrais vous témoigner notre reconnaissance d'abord. Et puis, pardonnez-moi, sans transition, m'adresser au ministre pour lui dire que nous allons bien sûr appuyer son amendement parce que je pense que cette réflexion est positive. Le rapporteur général l'a dit. Je veux simplement revenir sur ce qui a fondé notre position depuis des mois, et de ce point de vue, nous n'avons pas varié. Nous n'avons jamais été favorables à la retenue à la source, non pas parce que nous étions opposés au caractère contemporain de l'impôt, au contraire, nous avons toujours souhaité le caractère contemporain de l'impôt, mais nous refusions de donner une nouvelle surcharge aux entreprises. Nous refusions tout simplement d'interposer entre les salariés contribuables et l'entreprise ce rôle de collecteur de l'IRPP qui n'est pas du tout le même rôle que le collecteur, par exemple, de la TVA, de l'entreprise. Et grâce à la Commission des finances, grâce au rapporteur général, nous avons trouvé au Sénat un moyen qui permet de conjuguer, je crois qu'il faudra, Monsieur le ministre, étudier, vous êtes, je crois, engagé aussi sur ce chemin, de concilier l'aspect contemporain avec une moindre charge pour les entreprises. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame Garriaud-Maylam. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais simplement réagir aux propos de Monsieur le Ministre, que je comprends bien sûr, que j'ai entendu. Mais je crois qu'il est quand même important que lors de cette expérimentation qui vient de commencer, pour ce rapport qui sera présenté à la fin septembre, qu'il soit tenu compte de la situation spécifique des Français de l'étranger. Cela me paraît quand même essentiel. C'est vrai qu'on a toujours tendance à oublier les Français de l'étranger. On n'en parle même pas dans certains discours contrairement à ce qui a toujours été l'habitude républicaine. Je crois qu'ils font partie de notre société et il me paraît important. Ce n'est pas vous demander énormément, Monsieur le Ministre, c'est simplement que l'on appuie cette demande pour ce rapport. Alors, Monsieur Carcenac.
Plusieurs collègues ont demandé la parole. Monsieur Kersenac, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Sur le 151 et le 150 et le 209, bien évidemment, nous voterons contre. Mais s'agissant du 152 et des explications complémentaires dans les rapports, je tiens à souligner quand même que l'ADSN est un outil très intéressant et que cet outil qui permet de simplifier les déclarations des entreprises a comme objet de faire baisser énormément les coûts de celles-ci. Alors, la mise en place, c'est peut-être importante, mais 24 lignes sont supprimées, et je crois que c'est là aussi, le rapport permettra de clarifier l'impact que l'on dit comme cela, vouloir faire porter aux entreprises. D'autant que j'ai retenu que Monsieur le ministre, tout à l'heure, avait employé des mots disant que peut-être c'était un peu exagéré ce que l'on voulait faire porter aux entreprises. Alors, pour nous-mêmes, sur celui-là, nous voterons l'amendement gouvernemental. Et Monsieur Desessard. Mais je prends la parole pour dire que le groupe honoraire écologiste soutiendra l'amendement présenté par les communistes, puisque Macron nous a tués, hein, donc voilà. Donc, pour dire que nous avons toujours condamné les écologistes le CICE, pensant qu'il n'était pas créateur d'emplois, donc nous rejoignons l'argumentaire. Nous pensons que c'était une erreur du quinquennat, qu'il l'a payé très cher, nous aussi. Et je reprendrai cet argument qu'il faut effectivement le supprimer. Bon, le gouvernement veut le supprimer et faire en sorte qu'il y ait une exonération ou une diminution des cotisations sociales. Je souhaiterais, pour ma part, que la suppression des cotisations sociales soit salariale, afin d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés, ce qui permettrait de relancer l'économie, ce dont nous avons besoin. Donc je m'associe à cet amendement qui est de supprimer le CICE, d'aller vers une suppression des cotisations sociales salariales, et ainsi nous pourrons relancer le pouvoir d'achat. Je serais très intéressé, si Mme Bricq prend la parole, mais je ne veux pas la forcer, comment, après avoir défendu le CICE avec fougue pendant 5 ans, maintenant, elle défend une position du gouvernement un peu contraire. On termine d'abord. Hein. La parole est à notre collègue Marie-France Beaufils. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai bien entendu votre remarque et Monsieur le rapporteur également. Mais la retenue à la source, non mais on essaie de discuter peut-être un petit peu plus directement. La retenue à la source ne fait pas partie normalement du domaine du texte que l'on étudie aujourd'hui. Donc qu'on me dise que je prends un cavalier avec l'article 9, j'utilise un cavalier gouvernemental pour essayer de faire débattre d'un sujet qui est l'impôt sur les sociétés et la façon dont on le réduit de toute sa capacité d'intervenir dans le budget de la nation. Donc voilà pourquoi je pensais que c'était intéressant de pouvoir le faire débattre. D'autre part, j'aimerais bien qu'on puisse avoir de vrais débats sur comment on aide à la dynamique économique, parce que quand on va réduire de 13 milliards les dotations faites aux collectivités territoriales, c'est quelque part l'investissement quand même que l'on va atteindre, alors que cet investissement des collectivités territoriales est beaucoup plus dynamique que les 13 milliards de CICE que l'on peut avoir dépensé à un moment. Et ça, sur le terrain, on le vit et on le vit de façon très très claire. Et d'autre part, en ce qui concerne les autres amendements, à partir du moment où nous ne sommes pas d'accord avec la retenue à la source, on ne peut pas nous dire qu'il faut faire des études supplémentaires pour voir combien ça peserait plus lourd sur les entreprises, puisque nous pensons qu'il faut garder cet impôt comme il est actuellement et surtout pris en charge par les services fiscaux avec les moyens humains nécessaires.
Merci, Madame Beaufils. Monsieur le ministre, vous voulez réagir? Tout à fait, Monsieur le Président. Peut-être pour Madame la sénatrice, c'est pour bien qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. Évidemment, nos compatriotes de l'étranger ont tout à fait la considération du gouvernement et je m'engage à ce que le rapport puisse prévoir effectivement un petit, comment dirais-je, zoom sur le travail à différencier, puisque je crois que si vous acceptez l'idée du retrait, vous aurez ainsi à avoir le rapport et à en discuter, pourquoi pas en loi de finances si je me suis trompé et si sans doute les choses sont plus complexes pour les compatriotes qui payent leurs impôts et dont j'aimerais pas qu'adopter votre amendement malheureusement qui est fondé sans doute sur des bonnes intentions, ils en soient arrivés à une situation fiscale qui soit défavorable. Voilà. Donc ce que je vous propose, Madame la sénatrice, suite à votre intervention, c'est que vous puissiez retirer votre amendement et je m'engage au rapport que nous remettrons le 30 septembre aux parlementaires et donc évidemment à vous-même que nous ayons un chapitre particulier sur les Français de l'étranger. Bien, Madame Garriaud-Maylam. Oui, dans ces conditions, bien évidemment, je vais accepter le retrait tout en le regrettant parce que je crois qu'encore une fois, je ne vois pas pourquoi le gouvernement est hostile à cet amendement qui ne fait que demander des précisions et qui ne porte absolument aucun jugement de valeur sur le prélèvement à la source. Je pense que ça aurait été utile et apprécié, mais bon, puisque vous vous y engagez, Monsieur le Ministre, nous vérifierons cela parce que très honnêtement, vous m'avez parlé de ces 10 pages dans le rapport d'impact. Je ne les ai pas vus. Donc, bon, mais j'ai peut-être mal lu. Bien. Alors, mes chers collègues, je vais mettre aux voix, si plus personne ne demande la parole pour explication de vote, d'abord l'amendement 151 rectifié de Madame Marie-France Beaufils. Que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Merci. Avis contraire. Allez, l'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 152 du gouvernement. Que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Oui. Avis contraire. L'amendement est adopté. Et celui de Madame Garriaud-Maylam est retiré. Alors, nous arrivons, après l'article 9, à un amendement 22 rectifié de M. Hervé Marseille. Décidément, aujourd'hui, c'est le bonjour. Oui, merci. Eh oui. Bon, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, d'abord, à mon tour, avec mes collègues de l'Union centriste, je voudrais m'associer à l'hommage qui a été rendu à votre action et vous dire combien votre expérience et votre humour nous manqueront, Monsieur le Président. Je me souviens d'ailleurs, puisqu'on a fait allusion à mon nom et que j'ai eu l'honneur de travailler à vos côtés, une époque où je vous avais proposé ma candidature dans votre ville, vous m'avez dit « je te mettrai dernier, comme ça tu pourras pousser ». On reconnaissait là le talent du Président. Bien. Monsieur le Président, si nous souhaitons que le particulier employeur puisse bénéficier immédiatement du crédit d'impôt dont il dispose actuellement qu'en année N+1, nous vous proposons aujourd'hui d'adopter cet amendement qui demande simplement au gouvernement de produire un rapport sur les conséquences que cette mesure aurait si elle venait à être adoptée. Notons, mes chers collègues, que le retour d'expérience internationale semble démontrer que la mesure est pertinente puisque le cas suédois du crédit d'impôt immédiat a eu pour effet chez nos voisins d'augmenter immédiatement la demande de près de 30% sur un an. Ceci s'est traduit par la création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois en 2010, alors que le secteur n'avait créé que 18 000 emplois sur les 3 années précédentes. Cette mesure semble donc aller dans le bon sens et j'espère que le gouvernement ne manquera pas d'inscrire le crédit d'impôt immédiat pour les particuliers employeurs au sein du prochain PLF. Je vous remercie. Merci, Monsieur Marseille. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le sujet est extrêmement intéressant, mais il a toute sa place, le débat, en loi de finances, et pas dans un article 9 qui vise simplement à reporter d'un an le prélèvement à la source. Donc c'est la raison pour laquelle la Commission propose à Hervé Marseille de retirer cet amendement et nous aurons ce débat sur le financement, le préfinancement par les banques du crédit d'impôt en faveur des services à la personne, mais ce n'est pas le lieu dans ce texte. Encore une fois, déjà l'article 9 a peu de rapport, alors là l'amendement s'en éloigne encore considérablement. Donc demande de retrait et nous aurons sans doute ce débat à un autre moment.
Et l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Oui, Monsieur le Président, dire au vice-président Marseille que, effectivement, comme le rapporteur général, nous pensons que c'est un débat extrêmement intéressant, mais qui a sans doute lieu en loi de finances. Donc je suis également favorable à son retrait, même si sur le rapport qu'il évoque, il s'agit de sujets extrêmement complexes sur lesquels on a déjà travaillé, interpellés bien sûr par des parlementaires, mais les services y ont déjà beaucoup travaillé. Ça prendrait, à mon avis, sur un sujet aussi complexe, beaucoup de temps, alors que les particuliers employeurs ne seraient pas concernés par ailleurs, dans la mesure que vous demandez d'étudier. Donc il y a d'autres mécanismes à imaginer, notamment un mécanisme qui arrive au 1er janvier 2019, mais j'imagine qu'on aura l'occasion de la loi de finances de revenir sur cette question complexe mais importante. Que décide Monsieur le Président Hervé Marseille? Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu les observations qui viennent d'être exprimées. Je retire l'amendement. Merci. Alors, mes chers collègues, dans ce cas-là, nous revenons au cours normal de la discussion des articles. Et avant l'article 1er, il y avait un amendement 88 de Monsieur Vautrin. Non, Favier. Merci, de Monsieur Favier, pardon. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, notre amendement vise à supprimer l'article 2 de la loi dite El Khomri, qui avait, vous vous en souvenez, inversé la hiérarchie des normes et permis de fixer des règles moins favorables aux salariés dans les domaines de la durée du travail, des repos et des congés payés. Depuis 2004, les réformes successives du Code du travail ont étendu petit à petit les domaines dans lesquels les accords d'entreprise peuvent déroger aux accords de branche. Avec cet amendement, nous souhaitons rétablir donc la hiérarchie des normes et le principe de faveur en droit du travail afin de revenir sur les possibilités de déroger aux accords de branche par accord d'entreprise uniquement dans un sens plus favorable aux salariés. L'article 2 de la loi El Khomri a porté, on le sait, un coup sévère aux droits des salariés mais également aux petites entreprises, de sorte que l'accord de branche, dont l'objet était jusqu'à présent de garantir une égalité de traitement à des salariés exerçant les mêmes métiers, désormais, depuis la loi El Khomri, l'accord de branche ne permettra plus d'éviter une concurrence déloyale entre entreprises par le biais donc d'un dumping social. La loi El Khomri, qui a largement détricoté la durée légale du travail, ne suffit visiblement pas car le gouvernement souhaite encore s'y attaquer avec ses ordonnances. Il serait donc possible désormais d'augmenter les durées maximum de travail de nuit et de supprimer les contreparties obligatoires en matière de repos et de rémunération, mais surtout, le projet autorise par accord d'entreprise de créer de nouveaux cas de recours au CDD, modifier ou supprimer la durée légale d'un CDD et le nombre de renouvellements, ou encore de modifier le montant de l'indemnité de précarité. Le gouvernement semble donc vouloir également mettre en concurrence les travailleurs entre eux en favorisant la baisse des salaires. Bref, comme nous l'avions dénoncé à l'époque, le gouvernement Valls a ouvert la voie dans laquelle l'actuelle majorité présidentielle s'engouffre aujourd'hui pour créer donc un code du travail au niveau de chaque entreprise. Notre amendement 88 pose donc la question du choix de société que nous voulons, soit une société du chacun pour soi, où les droits des salariés dépendront donc du rapport de force dans l'entreprise, ou une société qui garantit des droits collectifs à tous les salariés, quelle que soit leur entreprise. Monsieur le Président Milon, quel est votre avis sur cet amendement de Monsieur Favier? C'est le 88. Bonjour madame. Avis défavorable, Président. Défavorable. Et l'avis du gouvernement, madame la ministre? Monsieur le Président, même avis que le rapporteur. Oh, très bien. De toute manière, je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRC sur l'amendement 88. Par conséquent, il va être procédé au scrutin public dans les conditions de l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Alors, mes chers collègues, voici le résultat du scrutin. Nombre de votants, 337. Nombre de suffrages exprimés, 336. Pour l'adoption, 22. Contre, 314. Le Sénat n'a pas adopté. Alors, nous en sommes donc à l'article 1er, avec plusieurs demandes de parole. Nous commençons par Madame Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le Président, d'abord un petit mot pour vous dire à mon tour
le regret de vous voir quitter notre Assemblée, le Sénat. Vous êtes une figure marquante de cette Assemblée et bien sûr, vous nous manquerez. Mais j'ai aussi quelques souvenirs du maire de Marseille, passionné, puisque nous avons travaillé ensemble sur certains dossiers du logement. Nous ne partageons pas toujours les mêmes idées, mais nous avons réussi à avancer. Et j'aurai plaisir de vous retrouver dans la capitale phocéenne, à nouveau sur ces sujets. Vous savez que vous accueillez bientôt un congrès HLM. Donc, monsieur le maire, ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera à Marseille. Simplement, à l'étape où nous sommes, nous entrons dans la discussion des amendements sur la loi concernant les ordonnances loi travail. Dans son programme, Emmanuel Macron estimait qu'il faut libérer le travail pour combattre le chômage, il faut libérer le travail, le flexibiliser et combattre les freins à l'embauche en permettant des licenciements plus faciles. C'est une grave erreur de diagnostic. Le lien entre chômage et complexité du Code du travail est un fantasme total et cette formule n'est pas de moi, elle est du responsable de la CFE-CGC. D'ailleurs, depuis 1986, il y a eu 17 lois pour assouplir le Code du travail. Et à chaque fois, on nous annonçait que ça allait permettre de faire reculer le chômage. C'est l'inverse qui s'est passé. Et à chaque fois, le MEDEF nous explique que si ça n'a pas marché, c'est qu'il faut aller encore plus loin. C'est à se demander s'il faut encore un Code du travail. En tout cas, en réalité, les causes du chômage sont ailleurs et il aurait fallu davantage s'attaquer à la modernisation de notre outil productif, à des politiques industrielles volontaristes, à une meilleure répartition des richesses pour soutenir une relance économique, écologique et sociale. Mais le gouvernement continue dans des dogmes de l'ancien monde, le monde porté par la vague libérale, et qui va, hélas, avoir un double effet négatif, effet économique nul en matière de chômage et de relance de croissance, effet social catastrophique. Le Code du travail n'est pas un frein à l'emploi, et c'est là aussi les chefs d'entreprise qui le disent, car M. Gattaz ne représente qu'une partie de ces chefs d'entreprise. La dernière enquête publiée par l'INSEE, le 20 juin 2017, indique que la première raison pour laquelle les entreprises ne licencient pas, c'est d'abord l'incertitude économique, pour 28%, parce qu'il y a du mal à trouver une main-d'œuvre compétente, 27%, puis d'autres critères, et bien après arrive simplement la réglementation trop chargée en matière de code du travail, seulement 18% des chefs d'entreprise. Donc là n'est pas le cœur du problème pour lutter contre le chômage. En revanche, il y a un gros risque qui est un risque de remettre en cause notre modèle social et notre modèle républicain. L'accentuation de la remise en cause de la hiérarchie des normes, en ouvrant les champs de la négociation sur des sujets majeurs, va réduire le champ de l'ordre public social. Or, l'ordre public social, il n'est pas simplement protecteur de notre modèle social, il est porteur de l'égalité républicaine. Et si vous ne voyez pas qu'à mesure de tellement laisser s'installer du dumping entre entreprises, des normes sociales qui ne sont pas garanties partout et pour tous, c'est l'idée de l'égalité républicaine qui recule et après il ne faudra pas verser des larmes de crocodile sur le fait que notre République est fragilisée et qu'une partie de nos concitoyens ne la défendent plus. Et donc, je refuse cette loi qui n'est pas utile pour le terrain économique et pour le chômage, qui est une grave menace pour notre modèle social et républicain. Avec mes collègues, nous avons été nombreux à déposer des amendements qui seront l'occasion de le mettre en évidence. Mais moi, je vous le dis, non seulement cette loi est mauvaise, mais la méthode choisie est catastrophique. Parce que par la voie des ordonnances, vous entretenez un flou considérable. Vous nous dites que le champ de la négociation sociale, mais il n'y aura pas de négociation sociale, il y a consultation sociale, puisqu'il n'y aura pas de loi d'accord interprofessionnel liant les syndicats, le patronat et le gouvernement. C'est donc une méthode de contournement de notre fait démocratique, c'est un contournement de l'Assemblée qui ne vise qu'à une chose, des mauvais coups sociaux, le recul républicain en pleines vacances avant que les concitoyens aient le temps de se retourner. Croyez-moi, le peuple de France ne se laissera pas faire et il vous attendra au rendez-vous si vous acceptez cette loi.
La parole est à notre collègue Madame Evelyne Yonnet. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet article est la première des pierres angulaires de ce projet de loi visant à donner un blanc-seing au gouvernement afin que pour la première fois dans un projet de loi en matière de droit du travail, il y ait plus de recul que d'avancées, dont les amendements du rapporteur au nom de la Commission des affaires sociales qui y ont largement contribué. Je citerai par exemple l'amendement COM16 sur l'alinéa 12 et les dérogations concernant les entreprises de 11 à 50 salariés ou l'amendement 17 explicitant le référendum à l'initiative patronale. Si la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a introduit quelques flexibilités, elle avait mis en place de réelles contreparties progressistes face à la baisse des risques existants pour les patrons des TPE, PME. Cette loi dite El Khomri a mis en place le compte pénibilité, les congés spéciaux pour des événements familiaux, le droit des salariés dans le cadre des emplois saisonniers, le droit à la déconnexion, etc., etc., sans parler des autres lois sous l'ancienne mandature. Cet article 1er prépare donc les salariés français à une restriction du respect des accords de branche, à la réduction de leurs droits par la suppression, par exemple, du motif économique pour les salariés refusant la modification de leur contrat de travail suite aux accords collectifs, la suppression des accords de maintien, l'inversion de la charge de la preuve et la réduction des délais de contestation, la suppression du mandatement, le référendum à l'initiative patronale, et j'en passe sans doute. Ce premier article n'est donc à l'image des objectifs prévus par les ordonnances qu'une altération des restrictions du droit social, pourtant jusqu'ici croissant depuis les lois Waldeck-Rousseau de 1884. Je vous épargne tout l'historique des luttes ouvrières, mais nos amendements iront en tout cas dans le sens des améliorations pour les ouvriers. Suivant par une intervention de notre collègue M. David Assouline. Merci, Monsieur le Président. Au début de ce débat, il faut effectivement essayer de cerner quel est le diagnostic. Il n'est pas commun. Donc, bien évidemment, ensuite, les solutions que vous apportez sont à contre-courant de ce que nous pouvons penser. Le diagnostic, c'est que, pour vous, c'est que tous les freins, le manque de compétitivité serait dû à tous les freins de notre code du travail, des lourdeurs administratives, de notre niveau de protection sociale, et que finalement, si on libérait tout cela, l'enrichissement de certains, la performance économique de certaines entreprises tirerait tout le monde vers le haut, et il y aurait plus d'emplois et des meilleures rémunérations. C'est en gros la doctrine des libéraux. Elle a toujours été développée, elle est constante, elle est à l'offensive ces dernières années et marque des points parce que de l'autre côté, les réponses sont timides, sont partielles et que la tendance internationale est plutôt dans ce sens. Donc, vous allez dans le sens. Mais la réalité, c'est que quand l'INSEE fait une enquête sur 80 000 petites et moyennes entreprises, pas petite enquête, la réponse des chefs d'entreprise, c'est d'abord le carnet de commandes, qui n'est pas, ils disent pas le code du travail, etc. Et puis tout un tas d'autres facteurs, et notamment la modernisation, l'accompagnement. Donc, vous répondez à côté de ce que les chefs d'entreprise disent eux-mêmes. Bien sûr, parce que vous écoutez ceux du CAC 40, qui maltraitent de façon incroyable ces milliers et milliers, cette majorité de chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, sont dans les sous-traitances et compagnies, et qui créent pourtant largement 80% de l'emploi dans notre pays. Ensuite, sur le deuxième élément du diagnostic, il faut moderniser les relations sociales et le code du travail, bien entendu, mais c'est quoi aujourd'hui la modernisation nécessaire? Tout le monde constate, et ça va s'accentuer pendant 20 ans, que les révolutions technologiques, que le travail lui-même, les relations sociales, employés, salariés, les outils de la protection sociale sont percutés, sont bouleversés, l'ubérisation, etc. Tout le monde le voit. Tout le monde voit nos jeunes dans des emplois qui n'ont plus la même nature que nous.
Et ça va s'amplifier. Et le Code du travail est en retard là-dessus. Alors si vous vouliez faire un effort de modernisation, parce que là, il y a des pans entiers de notre jeunesse qui travaillent ou qui n'arrivent pas à travailler, qui sont livrés à n'importe quoi parce qu'il n'y a pas les outils de protection sociale. Il faudrait travailler et là avoir une longue réflexion, une longue négociation, des vrais débats de fond sur la société de demain, sur comment on fait progresser, évoluer, moderniser le Code du travail pour répondre à ces nouveaux enjeux, à ces nouveaux emplois et combattre la précarisation. La parole est à notre collègue, M. Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Oui, ça ne vous surprendra pas, je pense, comme beaucoup dans notre pays, que le Code du travail doit se limiter aux principes fondamentaux, ce qui réduirait sa taille. L'inversion de la hiérarchie des normes au profit d'une plus grande négociation au niveau de l'entreprise est indispensable pour que notre économie reparte et nous permette de créer des emplois. Nous devons faire confiance aux partenaires sociaux, ils partagent un destin commun. Il y a 2 ans, dans la loi dite Macron, j'avais présenté un amendement appelant à modifier l'article 1 du Code du travail pour permettre cette inversion des normes. L'an dernier, le rapport Combrexel et la loi El Khomri ont initié ce retournement qui est nécessaire pour les entreprises. L'article 1er de ce projet de loi et les objectifs poursuivis par le gouvernement me permettent d'anticiper de nouveaux pas en avant. Et je veux dire que je soutiens pleinement cette démarche. Je ne sais pas jusqu'où vous irez dans ce sens, puisqu'on le verra le résultat lorsqu'on connaîtra les ordonnances, le contenu des ordonnances, mais je veux dire que je fais confiance pleinement au gouvernement en espérant qu'il ira le plus loin possible. Mais aujourd'hui, je voudrais vous décrire la prochaine étape, puisqu'il y a 2 ans, j'avais appelé de mes voeux à cette inversion, et puisque maintenant je vois que c'est vraiment mis en route et que tout le monde, que l'idée a pris corps, je vais vous dire jusqu'où j'attends que les choses aillent et l'attente des TPE et des PME. Un jour viendra, et j'espère que ce sera le plus court possible, un jour viendra où les TPE et les PME dans notre pays auront le droit, la liberté d'adhérer ou pas à des conventions collectives. C'est ce qui est dans de nombreux pays. Ça permet aux TPE et aux PME d'exercer librement, de se développer le plus vite possible. Voilà la prochaine étape que j'appelle de mes voeux et c'est en ce sens que j'espère, c'est un objectif et j'espère que le gouvernement entendra cette direction. Merci. La parole est à notre collègue Dominique Vatrin. Madame la ministre, je profite de cette intervention pour vous dire notre étonnement quant à votre absence de réponse hier à la quasi-totalité de nos observations et interpellations qui démontraient sans aucune ambiguïté les reculs induits pour les salariés par votre projet de loi. Derrière le vocable que vous utilisez, une novlangue se cache, comme je vous l'ai dit hier, la main de fer du libéralisme. Il en est ainsi de cet article 1. Cet article bouleverse, quoi que vous en disiez, l'architecture générale de notre droit du travail. Le rapporteur à l'Assemblée nationale a d'ailleurs publié un tableau expliquant les 3 domaines d'application différenciés de la hiérarchie des normes. Des sujets qui relevaient de la loi, l'utilisation des contrats courts ou les CDI de chantier pourront être mis en discussion au niveau de la branche. Surtout, la primauté donnée à l'accord d'entreprise va délocaliser la négociation collective là où le salarié est le plus en situation de faiblesse. Le principe de subsidiarité dont vous parlez n'est là que pour brouiller les pistes. Il est en fait un principe de défaveur, c'est la possibilité donnée aux employeurs, éventuellement même en contournant les organisations syndicales, de remettre en cause des avantages garantis jusque-là par des conventions collectives. Nous en donnerons des exemples précis. Ce que vous proposez, c'est l'adaptation des hommes aux besoins du marché de l'emploi. Quel progrès! Ce dont nous avons besoin, c'est au contraire de repenser le travail pour émanciper les hommes en créant des droits nouveaux,
pour protéger les travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. Je vous le demande, pourquoi cet acharnement à vouloir réformer le Code du travail dans le sens de plus de flexibilité et de plus de précarité? Même les plus grandes institutions internationales, j'ai donné des exemples hier dont l'OCDE le disent clairement, il n'y a jamais eu de lien avéré démontré entre protection du travail et niveau de chômage. Et quand vous dites que pour créer de l'emploi, il faudrait faciliter les licenciements, vous comprendrez alors que l'on puisse être particulièrement perplexe. Vous vous trompez de voie. Au lieu de faire un code du travail pour sécuriser les patrons des grandes entreprises, vous feriez mieux de faire un code du travail pour protéger les salariés et répondre aux défis du XXIe siècle. Allez, la parole est à notre collègue Madame Laurence Cohen. Merci Monsieur le Président. J'ai dit hier lors de l'intervention générale notre opposition de fond sur le projet. Là, je vais axer mon propos sur l'article 1er du point de vue des travailleurs en situation de handicap. Alors que les entreprises de plus de 20 salariés sont dans l'obligation de recruter 6% de travailleurs en situation de handicap, les chiffres sont accablants. Entre 2011 et 2016, le chômage des personnes en situation de handicap a bondi de 65%, dépassant la barre de 20% de taux de chômage. Pire, ces travailleurs restent en moyenne 200 jours de plus sans emploi que les personnes n'étant pas en situation de handicap. Nous parlons tout de même ici d'une moyenne de 755 jours, soit plus de 2 ans. Et au vu de la situation financière de l'AGEFIP, par rapport aux besoins réels, on peut légitimement s'interroger sur l'effectivité de ce versement obligatoire par les employeurs ne respectant pas leur obligation légale de recrutement. Si certains éléments extérieurs peuvent expliquer cette persistance, je vais y arriver, d'un chômage de masse, comme l'âge moyen des travailleurs en situation de handicap ou le niveau de qualification plus faible en moyenne, les préjugés vis-à-vis de ces travailleurs ont encore, hélas, la vie dure. Crainte d'une mise en accessibilité coûteuse des locaux, crainte devant une adaptation nécessaire du poste de travail, appréhension face à une plus faible efficacité présumée des travailleurs en situation de handicap, les freins à l'insertion professionnelle sont encore nombreux. La situation est grave alors que le handicap concerne plus de 12 millions de personnes dans le pays. Et le projet que vous nous présentez va-t-il créer les conditions pour dépasser les difficultés que je viens de pointer ? Vous permettez un nouvel affaiblissement des obligations des entreprises en rognant les prérogatives de la branche, pourtant plus protectrices et surtout en capacité de raisonner à l'échelle de tout un secteur. Comment ne pas voir que la primauté à l'accord d'entreprise va permettre à des entreprises de s'exonérer de leurs obligations? Parce que les préjugés sont encore forts, parce qu'un certain nombre d'employeurs craindront qu'une politique inclusive de leur part leur fasse prendre du retard sur leurs concurrents directs, parce que la mise en accessibilité de leurs locaux constituera à leurs yeux un investissement déraisonnable. Les raisons seront nombreuses et vous participez indirectement à leur légitimation par votre article 1er. En effet, l'accord de branche constitue l'échelle qui peut être un obstacle au dumping social. Même si cela reste insuffisant, le rappel des chiffres que j'ai donnés sont là pour le montrer. Mais la situation sera bien pire en donnant la primauté à l'accord d'entreprise et ce n'est pas ce que nous souhaitons pour les travailleurs en situation de handicap comme pour l'ensemble des salariés. La parole est à notre collègue Madame Annie David. Oui, merci Monsieur le Président. Tous les employeurs ne cherchent pas à brader leurs entreprises, ni à priver les salariés de leurs droits, certes. Et 36 000 accords d'entreprise signés par an démontrent que les salariés, par l'engagement de leurs représentants syndicaux, sont prêts au dialogue social. Cependant, nous ne vivons pas dans un monde idyllique et dans la vraie vie, les salariés sont souvent confrontés à des situations qui prennent davantage en considération les intérêts financiers de leur direction. J'en veux pour exemple l'entreprise Isochem en Isère, classée parmi les leaders mondiaux de la filière agrochimique, chimique et pharmaceutique. Aujourd'hui, un énième plan vient menacer les derniers emplois restants et l'équilibre de toute la plateforme chimique de Pont-de-Claix, qui a vu se succéder depuis 1980 les plans de restructuration, les plans de sauvegarde, les plans de départ volontaire, dans une pure stratégie financière en laissant des milliers de salariés sur le carreau.
Au fil du dépaissement de l'entreprise historique, Rhône-Poulenc, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, leurs conditions de travail se sont détériorées alors que les salariés n'ont eu de cesse de défendre leurs emplois et la pérennité de leur site. La seule réponse que vous leur apportez est celle du MEDEF, hausse du temps de travail, baisse des rémunérations, souplesse des licenciements, suppression des indemnités sans moyen de recours. La même alternative que vous apportez d'ailleurs aux salariés de Schneider Electric, où tous les accords ont été annulés en application de la loi El Khomri, ou encore aux salariés de General Electric Hydro, à qui la direction vient d'annoncer un plan social avec la suppression de 345 emplois, la moitié des effectifs du site, soit à très court terme l'arrêt de la conception, de la fabrication et de l'entretien des turbines pour les barrages EDF au profit du marché asiatique ou encore du marché américain. Un plan social réduit au minimum qui ne prévoit ni prise en compte de l'ancienneté et de la haute qualification des personnels, ni bien sûr du préjudice subi. Des accords avaient pourtant été trouvés par M. Macron, alors ministre de l'économie de François Hollande, pour non seulement créer des emplois mais assurer la pérennité du site. Votre texte est à l'image de ces accords passés, du bon vent dans les voiles du patronat pour leur permettre de gonfler leurs profits au détriment des salariés pour qui le vent, lui, a un goût amer. De plus, cela va à l'encontre des intérêts industriels et économiques de notre pays et ni les salariés ni les parlementaires communistes ne peuvent l'accepter. La parole est à Madame la présidente Éliane Assassi. Merci, Monsieur le Président, à qui j'adresse toute mon estime et mon entier respect, Monsieur le Président. L'article 1er de ce texte donne une place centrale à l'accord d'entreprise et donc va renforcer le dumping social dans notre pays. Jusqu'à présent, les domaines où l'accord d'entreprise pouvait déroger à l'accord de branche en fixant les règles moins favorables aux salariés étaient lissés et précisés. Le projet de loi d'habilitation prévoit donc d'inverser la règle en établissant la liste des domaines où l'accord de branche continue de primer sur l'accord d'entreprise et par défaut, tous les autres domaines non précisés relèvent de la primauté de l'accord d'entreprise. C'est un formidable recul pour les droits des salariés qui s'opère ici avec ce qui s'apparente quand même à un tour de passe-passe. Avec cette inversion, demain, le renvoi au niveau de l'entreprise de la négociation sur la rémunération sans pouvoir autoriser les employeurs à négocier les primes d'ancienneté ou le 13e mois et par conséquent entraîner un dumping social et économique pour le salarié. Le représentant de la CFE-CGC en commission à l'Assemblée nationale a d'ailleurs averti que les PME, sous-traitantes de grandes entreprises, seraient soumises à de très fortes pressions pour baisser leurs coûts et donc pour baisser la rémunération des salariés. Je rappelle que nous avions combattu cela lors des débats sur la loi El Khomri. Et je dois dire ou rappeler que nous étions quand même fort peu nombreux à avoir combattu cette mesure, y compris ici, sur les bancs de la gauche. La boîte de Pandore a été ouverte de l'inversion de la hiérarchie et des normes et de la suppression du principe de faveur qui allait entraîner donc un dumping social aggravé dans notre pays. Sous prétexte que la mondialisation de l'économie impose aux entreprises françaises d'être réactives, vous décidez donc de revenir sur 100 ans de lutte sociale. Le droit au travail est un droit évolutif dont les contraintes que vous critiquez portent en réalité sur le nombre croissant de dérogations pour les entreprises de respecter les droits des salariés. La parole est à notre collègue Monsieur Yves Daudigny. Merci Monsieur le Président, à qui je veux adresser à mon tour un message, je dirais, d'amitié, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'article 1 traite d'une nouvelle articulation de l'accord d'entreprise et de l'accord de branche du champ de la négociation collective. Si l'idée forte retenue est celle de la primauté de l'accord d'entreprise, la branche est renforcée, je veux le souligner,
dans un rôle essentiel de régulation des conditions de concurrence et de définition des garanties économiques et sociales. Et je veux être plus précis. Pour les salaires, les classifications, la mutualisation des financements paritaires, l'égalité professionnelle, la gestion et la qualité de l'emploi, un item récemment apparu, durée minimale, temps partiel, contrat court, CDI de chantier, les accords d'entreprise ne pourront pas déroger aux accords de branche. L'articulation est ainsi construite sur 3 blocs de compétences, avec l'affirmation que les acteurs de l'entreprise ou de la branche sont suffisamment matures pour construire du droit applicable au sein de celle-ci. Cet article dessine le profil d'une entreprise où le principe de subordination n'est pas nié, mais où, à la culture des rapports de force et de l'affrontement conflictuel, se substituerait une culture du compromis résultant du diagnostic partagé, du dialogue, de la négociation, qui pourrait peut-être conduire, à terme, à la situation allemande de la codétermination. L'article 1 rouvre donc le débat de l'inversion des hiérarchies des normes. Un long chemin, mes chers collègues, parcouru depuis une ordonnance Auroux du 16 janvier 1982, c'est le gouvernement Mauroy II, qui permettait à l'époque donc aux partenaires sociaux de conclure des accords collectifs avec une réduction possible du droit des salariés. À l'époque donc une véritable révolution normative, elle n'est donc pas récente. Un point d'alerte. Lors de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des bonifications résultant d'un accord collectif, donc un point d'alerte porte sur le type de licenciement, ses modalités et les indemnités de licenciement. Le point le plus sensible réside à mes yeux dans la situation des petites entreprises qui ne disposent pas de délégués syndicaux et pour lesquelles le système du mandatement ne fonctionne pas. La question centrale est celle de l'exclusivité syndicale dans la négociation d'entreprise. Sa remise en cause serait une ligne rouge franchie. Le renforcement du dialogue social que vous souhaitez, Madame la Ministre, ne peut être réalité que dans un parallèle avec le renforcement de la présence syndicale, des syndicats dotés de moyens formés à la négociation. Ainsi, je vais conclure, l'article 1 jette les bases d'un droit nouveau, différent, se caractérisant par un équilibre entre la loi, qui continue de fixer les principes fondamentaux de l'ordre public, droit à la formation, à la protection chômage, égalité entre la femme et l'homme, interdiction des discriminations, mais aussi SMIC, durée légale du travail à 35 heures, et des négociations de branches et d'entreprises qui fixent les règles communes et de proximité du monde du travail. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Madame Jackie de Romédy. Merci, Monsieur le Président. Le Sénat a beaucoup travaillé sur ces sujets depuis 3 ans, notamment à l'occasion de la loi dite Macron et de la loi El Khomri. Il l'a fait avec le souci de favoriser le dialogue social à tous les niveaux, par une meilleure articulation des conventions collectives au niveau national, conventions de branche et surtout accords d'entreprise, car c'est au sein de l'entreprise que les relations sociales se développent d'abord. J'adhère pour ma part pleinement aux lignes directrices adoptées par nos commissions compétentes. Je tiens à rendre hommage appuyé à notre rapporteur, M. Alain Milon, et au rapporteur général de la Commission des finances, M. Albert de Montgolfier, pour leur excellent travail, particulièrement sur l'article 1er, tel qu'il nous est soumis et qui donne au débat un cadre sérieux et légitime. Il serait très regrettable que le gouvernement et l'Assemblée nationale n'en tiennent aucun compte, se bornant à revenir purement et simplement au texte initial, comme c'est en ce moment le cas sur le texte rétablissant la confiance dans l'action publique. D'autre part, je voudrais attirer l'attention du gouvernement sur la situation de nos compatriotes résidant à l'étranger qui vont subir de plein fouet les mesures diverses d'augmentation de la CSG ou de suppression de la réserve parlementaire qui contribuaient à certains équipements nécessaires, en particulier pour l'amélioration de la vie scolaire et des alliances françaises. Il nous a été dit que ce gouvernement souhaite confier à des hauts fonctionnaires les décisions d'attribution alors qu'ils n'ont pas une connaissance suffisante du terrain et des besoins spécifiques de chaque pays que les parlementaires, eux, connaissent parfaitement pour les visiter physiquement régulièrement. Enfin, il faudra que les gouvernements se souviennent, hors des périodes électorales, que les Français résidant à l'étranger qui les ont élus sont des Français comme les autres et qu'ils ont droit à la même considération du gouvernement que les Français de métropole et ceux d'outre-mer. Merci, Madame de Romédy. Monsieur Jean-Marc Gabouty.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, l'article 1 est bien le cœur de ce projet de loi d'habilitation dans la mesure où il réaffirme et précise la primauté des accords d'entreprise, mais aussi l'équilibre et l'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise. Les principes, les dispositions d'ordre public demeurent du niveau de la loi. Un certain nombre de compétences restent du domaine exclusif de la branche, d'autres peuvent être déléguées aux entreprises dans le cadre d'accords de branche, et la souplesse dérogatoire s'applique au niveau de l'entreprise. En tout état de cause, la branche demeure un niveau supplétif incontournable. Pour bien couvrir tout le champ des accords collectifs, il est nécessaire que la restructuration des branches professionnelles soit effective. À cet égard, j'exprimerai une petite différence en termes de calendrier avec la position de la Commission, car il me semble qu'un délai de 18 mois doit être suffisant pour la réorganisation des branches. En effet, dans beaucoup de domaines, nous préconisons plus de pragmatisme, plus de réactivité par la réduction des délais. Il n'y a pas de raison de ne pas demander cet effort aux branches professionnelles. Nous approuvons donc les orientations de cette loi et les inflexions adoptées par notre commission des affaires sociales sur cet article 1, en espérant, Madame la Ministre, que vous en retiendrez l'essentiel des propositions constructives que nous avons émises en commission. L'une de ces dispositions, Madame la Ministre, constitue le marqueur essentiel de ce texte. C'est celle qui doit permettre de multiplier les accords d'entreprise dans les PME et TPE. La loi du 8 août 2016 avait pour objectif d'encourager ces accords d'entreprise, mais introduisait dans les PME et TPE un dispositif de conclusion des accords qui allait à l'encontre même de cet objectif, en imposant soit la présence d'un délégué syndical, or il n'y en a que dans 4% des entreprises de cette taille, soit une procédure de mandatement, contrainte inadaptée si on veut obtenir des résultats significatifs en termes de nombre d'accords conclus. Nous nous félicitons donc des dispositions différenciées pour les PME et TPE, avec cependant une remarque personnelle que je ferai. Pour définir des PME et TPE, nous ne pourrons pas effacer la notion de seuil, débat récurrent dans notre Assemblée. Je crois qu'il serait aujourd'hui raisonnable de remonter le seuil de 10 à 20 salariés, mais de conserver celui de 50 salariés qui correspond à une définition européenne, en soulignant que la mise en place d'une instance unique de représentation du personnel est susceptible d'atténuer les préventions des chefs d'entreprise à franchir ledit seuil. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Monsieur Martial Bourquin. Monsieur le Président, permettez-moi de me joindre aux différentes congratulations de tous nos collègues sur tous les bancs. Madame la Ministre, mon intervention se fera sur le principe même des ordonnances. Quelle urgence pour légiférer par ordonnance? Pour légiférer pour 18 millions de salariés et modifier le Code du travail qui doit être protecteur. Quelle urgence! J'ai vu le Conseil d'État qui nous fait part d'inquiétude. Dans l'avis qu'il vous a remis, il constate en effet que le projet de loi contient un très grand nombre d'habilitations permettant au gouvernement de prendre des ordonnances sur des sujets d'une portée et d'une complexité inégales. Il appelle l'attention du gouvernement sur les conséquences d'un tel choix en termes de hiérarchie des priorités, de calendrier et de temps nécessaire à la préparation de ces différentes réformes. Alors, quelle est l'urgence? J'essaie de comprendre, il y en a certainement une, non? L'urgence, c'est la volonté du président Jupiter. Voilà l'urgence qu'on nous donne. Une urgence où nous n'avons aucune étude d'impact sur les différentes lois de flexibilité qui ont été votées. Aucune étude d'impact. Et tout de suite, on engage des ordonnances sur, permettez-moi quand même de le signaler, un texte que nous n'avons pas. Un texte que nous n'avons pas, qui porte sur plus de 50 sujets.
en matière de droit du travail, qui est dispensé de l'évaluation des conséquences économiques, financières et sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées. Savez-vous, Madame la Ministre, quand vous regardez les rapports de l'ANACT, les avertissements que nous avons sur les burn-out, sur les troubles musculaires squelettiques, sur les problèmes de la santé au travail, tout cela, qu'est-ce qu'on en fait? Flexibilité, flexibilité. Et certains économistes qui nous disent que bien vivre avec une bonne santé au travail est certainement la meilleure productivité. Sur toutes ces questions, vous ne nous répondez pas. Le texte que vous nous avez donné n'est pas sérieux, et c'est pour cela qu'il faut abandonner cette idée d'ordonnance sur le droit du travail. Et je trouve que la méthode et la façon de mettre de côté le travail parlementaire est assez scandaleux. La parole est à notre collègue Monsieur Jérôme Durain. Madame la ministre, Monsieur le Président rapporteur, chers collègues. Alors, Monsieur le Président, comme la tonalité du jour est phocéenne, j'ai choisi d'aller droit au but. Je souhaiterais intervenir sur cet article pour rappeler que le contexte idéologique qui porte le projet de loi que nous discutons aujourd'hui n'est pas neutre. J'irais même jusqu'à dire qu'il est discutable et discuté. Je me permets ces rappels de base après avoir écouté avec étonnement quelques affirmations sur ce texte et sur le Code du travail ces derniers jours. Madame la ministre, vous avez affirmé hier que notre droit du travail est devenu progressivement inadapté à l'économie de notre temps, non pas dans ses principes, mais dans ses détails. Alors peut-être que cette inadaptation progressive est due aux nombreuses réformes, 17 de 2000 à 2013, d'après les économistes atterrés, 17 réformes visant à libéraliser le marché du travail, qui ont eu lieu ces dernières dizaines d'années, autant de réformes qui n'ont pas réussi pourtant à créer des emplois pérennes en nombre suffisant. Alors, constatant les échecs passés, vous vous préparez à utiliser la même méthode, légiférer vite, sans même attendre le bilan complet des réformes du précédent quinquennat, légiférer vite et sans doute mal pour éviter que nos concitoyens ne s'approprient un débat qui n'a pas été tranché dans l'élection présidentielle, légiférer vite en utilisant des exemples européens bien peu convaincants. Ainsi, il est souvent de bon ton d'appeler la France à se réformer sur le modèle de l'Italie ou de l'Espagne, autant de pays où le taux de chômage est encore supérieur à la France, malgré une démographie largement différente. Mais il faut copier Renzi, il faut imiter Rajoy. Alors aujourd'hui, Madame la Ministre, vous souhaitez légitimement soutenir la ligne défendue par le Président de la République. Réformons pendant que la cote de popularité est élevée, pendant la torpeur de l'été, pendant que l'ancien monde politique est encore tétanisé. Mais il reste dans ce pays quelques millions de personnes qui estiment que cette philosophie de la dérégulation n'est pas pertinente socialement et qu'elle n'est pas efficace économiquement, parce qu'elle n'a pas fait la preuve de son efficacité ailleurs, parce qu'en France, comme l'indique l'OCDE, les rigidités alléguées du marché du travail ne sont étayées ni en matière de licenciement individuel, ni en matière de licenciement collectif, parce que ces dérégulations ont des effets pervers sur le travail des femmes, sur la précarisation de l'emploi, sur l'incitation des employeurs à toujours préférer la réduction des coûts à l'investissement. C'est pour ces raisons, sur la forme et sur le fond, que je m'opposerai à ce texte. La parole est au président Philippe Adnot. Merci, Monsieur le Président. Je voulais tout d'abord dire à la Commission, saluer son travail et lui dire que je soutiendrai toutes les prises de position qu'ils vont nous exprimer. Mais j'ai surtout demandé la parole, Monsieur le Président, pour que les non-inscrits puissent vous dire officiellement que nous partageons tout le concert de louanges qui vous a été adressé et qui est parfaitement justifié, tellement vous avez présidé nos travaux avec souvent beaucoup d'à-propos, de respect et de bonhomie c'était tout à fait intéressant. Je voudrais juste vous demander une faveur. Est-ce que vous accepteriez de partager une petite parcelle de la formidable ovation qui vous a été adressée pour tous nos collègues que nous ne reverrons plus parce qu'ils sont touchés par cette loi absurde qui veut qu'on n'ait plus le cumul des mandats? Merci d'avance. La parole est à Madame Dominique Gillot.
Merci, Monsieur le Président. Donc, je ne vais pas rajouter aux éloges qui vous ont été adressés. Mais je vais m'adresser à Madame la Ministre, dont j'ai écouté avec attention la présentation hier et dont j'ai relu le compte-rendu. Et je constate qu'il y a de grands absents dans votre dispositif et dans votre présentation, Madame la Ministre. Ce sont les travailleurs avec handicap, dont la loi de 2005 précise l'obligation de recrutement dans les entreprises à hauteur de 6% de leur effectif salarié et dont Laurence Cohen a bien décrit tout à l'heure la situation. Les freins au recrutement, au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, mais je ne partage pas tout à fait son appréciation ni ses conclusions. Car effectivement, si les chefs d'entreprise peuvent craindre les coûts d'une insertion professionnelle obligatoire, les difficultés d'intégration d'un travailleur avec handicap, quelle que soit sa taille, toutes les observations montrent qu'au sein d'une entreprise, quelle que soit sa taille, l'attention et la solidarité humaine et professionnelle sont bien aussi efficaces que les contraintes légales et financières pour faire place aux salariés avec handicap. Les outils existent dont il faut savoir se saisir et c'est au cœur même de l'entreprise de faire cette conversion. C'est par l'expérience collective au plus près de la pratique qui avance qui garantit la meilleure reconnaissance de la place des personnes handicapées et la défense des droits des travailleurs avec handicap. Alors, à l'opportunité de cette loi d'habilitation à prendre par ordonnance des mesures pour le renforcement du dialogue social, il est demandé que le gouvernement mène systématiquement des études d'impact des réformes envisagées sur l'emploi des personnes en situation de handicap et des proches aidants, tant en matière d'accès, d'évolution professionnelle et de maintien dans l'emploi, de façon à généraliser et rendre habituelle l'obligation de recrutement de 6% des personnes handicapées dans les effectifs salariés, que l'entreprise soit publique ou privée. Voilà donc pour l'examen du projet de loi réformant le dialogue social, un texte adopté facilement à l'Assemblée nationale. Le Sénat, lui, en commission, a voté une version plus libérale du projet de loi. L'objectif des sénateurs, c'est de développer la compétitivité et l'attractivité, de tenir compte des spécificités des petites entreprises et de rationaliser le droit du travail. La gauche sénatoriale, elle dénonce une flexibilité à outrance et la généralisation de la précarité. Alors cet après-midi, les sénateurs ont voté en priorité l'article 9. L'article 9, c'est la réforme du prélèvement à la source, une réforme que le gouvernement a décidé de décaler d'1 an. Je rappelle que le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source avait été décidé sous le quinquennat de François Hollande. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain.